Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour cette conférence jusque dans la bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Alors, puisque c'est encore la saison, je vous présente au nom de la bibliothèque, au nom de l'ensemble de l'équipe, au nom, je pense, aussi des intervenants, puis en mon nom propre, tous mes vœux pour cette année nouvelle. Et je vais former peut-être en tout premier lieu des vœux de paix, parce que sur un sujet aussi grave que celui que nous allons aborder ce soir, je crois que c'est la chose la plus importante à souhaiter. Souhaiter que 2024 soit une année de paix, ou que si la paix n'arrive pas tout de suite, on puisse déjà planter les premières graines qui germent et qui fassent pousser l'arbre de la paix. Notre voyage se place comme d'habitude sous le bateau, l'administrative, je dis toujours en plaisantant que voilà, bienvenue à bord du vaisseau l'administrative. Si vous regardez le plafond, nous sommes comme sous la coque d'un navire renversé, celui du blason de la ville de Paris, le navire des Nautes. Donc voilà, bienvenue à bord de l'administrative et nous partons pour un voyage, cette fois-ci pas à travers le temps, mais à travers l'espace. Nous descendons la Seine, contournant joyeusement la France, passons le détroit de Gibraltar, remontons Mare Nostrum, la Méditerranée, quittons donc le chêne, passons devant les oliviers pour nous retrouver devant le cèdre, celui du Liban, ce pays magnifique, mais tellement compliqué pour nous occidentaux. Ce pays magnifique est tellement déchiré par des années et des années de guerre. Et pour introduire cette conférence, j'avais presque envie de vous citer cette phrase de Nilan qui peut s'adapter à tellement de situations. J'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Pour nous raconter le Liban ce soir, Monsieur Karim El Moufti, vous êtes professeur en sciences politiques et droit international à Sciences Po Paris. Pour vous donner la réplique, Monsieur Julien Abiramia, vous êtes journaliste au service Moyen-Orient de Courrier International. Et pour, je ne veux pas dire modérer cette rencontre, c'est normalement le terme consacré, peut-être pour l'animer, pour la faire rebondir, Madame Bérangère Cagna, vous êtes chef du service Amérique du Nord à Courrier International. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des Jeudis de l'actualité que nous organisons régulièrement avec Courrier International, que je remercie, et avec également notre complice, qui est aussi notre bras armé, notre complice, je crois que c'était le mieux, Bibliocité, qui nous aide à organiser toutes ces conférences et que je remercie très sincèrement de leur aide. Madame, messieurs, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si on entend. Donc bonsoir. Ah oui, on entend beaucoup mieux d'un coup. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici. Assez impressionné aussi par ce cadre quand même assez incroyable. Et donc je suis tout à fait ravie aussi d'accueillir les deux intervenants donc, qui viennent d'être présentés. Et en fait, je voulais commencer par vous dire que quand on a décidé de la thématique de la soirée de ce soir, donc sur la jeunesse du Liban dans un pays en crise, on a décidé avec le partenaire Bibliocité au mois de septembre, donc dans un contexte qui n'était pas tout à fait le même. Évidemment, c'était avant que la guerre entre Israël et le Hamas ne débute, c'était avant le 7 octobre, et c'est effectivement donc quelque chose qui va un peu forcément, une actualité qui va peser sur la rencontre de ce soir et qui, je pense, redonne encore une actualité à cette question, à cette rencontre et à la question de la crise au Liban, une crise qui dure déjà depuis plusieurs années, et sur particulièrement la question de la jeunesse au Liban, parce que voilà, les perspectives, en tout cas au jour d'aujourd'hui, semblent assez difficiles. Et donc je compte vraiment sur mes deux invités de ce soir pour nous éclairer sur toutes ces questions et pour nous apporter plein de perspectives. Peut-être je peux rappeler que Julien Abiramia, qui est donc aujourd'hui rédacteur au service Moyen-Orient de Courrier International, a longtemps travaillé pour le quotidien L'Orient le Jour à Beyrouth,
où il s'occupait de l'actualité politique du Liban. Voilà. Et je rappelle aussi donc Karim El Moufti est donc professeur en sciences politiques et droit international à Sciences Po Paris et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et si je ne m'abuse, tu travailles également comme expert international pour les affaires de gouvernance, justice et sécurité axées sur les droits humains. Donc beaucoup de casquettes complémentaires. Et je pense que vous êtes tout à fait tous les deux bien placés pour nous parler ce soir. Et je vais commencer avec une question qui est peut-être un peu personnelle, mais qui du coup, je pense, lance très très bien ce pourquoi nous sommes venus parler ce soir. Donc je vais commencer avec vous. Je sais que tous les deux, vous avez quitté le Liban quelques mois après l'explosion gigantesque dans le port de Beyrouth, qui a rasé quasiment un tiers de la capitale libanaise en août 2020. Vous faisiez pourtant partie de ces Libanais qui avaient fait le choix de rester et d'œuvrer pour un changement. Alors, pourquoi avez-vous décidé de quitter le Liban ? Mais merci, déjà merci à vous d'être là. Je suis très ravi d'avoir répondu à cette invitation sans connaître le cadre. Et maintenant, je suis encore d'autant plus heureux de partager avec vous cette discussion. Merci à Courrier International, merci à Bibliocité, merci à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Alors pourquoi être parti, effectivement, après 20 ans au Liban, parce que moi j'ai fait mes études ici, 20 ans de construction, 20 ans d'investissement, 20 ans d'activisme, et on va en parler en parlant de la jeunesse au Liban et de cette partie-là. Bien à un moment, quand vous êtes père de famille, il faut et que le contexte ne se prête plus à la sécurité, que les banques ne fonctionnent plus. Indépendamment de l'explosion, ma décision de partir était le jour où les banques ont fermé. C'est-à-dire sans banque, il n'y a pas d'économie, c'est pas d'économie, le Liban ne peut pas tenir, vous ne pouvez pas vivre, vous êtes acculé. Et on va parler un peu justement de tous ces problèmes auxquels font face la jeunesse libanaise. Donc du coup, il faut un peu regarder ailleurs, tout en restant connecté. Moi, je continue d'enseigner à l'Université Saint-Joseph, je vais régulièrement au Liban. Donc on ne part jamais vraiment, complètement. Mais c'est vrai que physiquement, mettre les enfants, la famille à l'abri d'un pays qui est devenu de plus en plus imprévisible, et là, vu la guerre qui a éclaté entre le Hezbollah et Israël, en plus du front du Hamas à Gaza, je dis que quand même la décision n'était pas si on va dire, déraisonnable que cela. Voilà. Bonsoir à tous, et je vais répéter la même chose, merci d'être là, et j'ai envie de dire merci à la bibliothèque de l'Hôtel de Ville de Paris. Est-ce que vous m'entendez bien, juste Très bien. Alors c'est curieux parce que effectivement mon histoire aussi entre en résonance avec la tienne, Karim. Tu disais que toi la décision a été prise de quitter le Liban au moment où les banques ont fermé. Moi, c'est aussi c'est une journée en particulier au cours de laquelle on a décidé de quitter le Liban, mon épouse et moi. Il se trouve que mon tout premier enfant est né le 14 juillet près de Beyrouth. Et donc le 4 août, l'explosion du port du 4 août est intervenue donc quelques semaines à peine après la naissance de mon petit. Et déjà, c'est ce jour-là, pour moi, reste. On se souvient tous au Liban ce qu'on faisait ce jour-là. Je me souviens très bien. Il se trouve que ce jour-là, au moment de l'explosion, j'étais chez moi, et il se trouve que je tenais le petit chez moi dans mes bras. Et au moment de l'explosion, qui a retenti d'une manière très très forte, je me souviens, j'ai fait ce geste-là pour le protéger des fenêtres devant lesquelles j'étais. Donc ça a été le premier choc. Et là où la décision a été prise, tu parlais des banques, moi j'ai pris la décision, on a pris, mon épouse et moi, la décision de quitter le Liban, lorsque un jour, en se rendant à une pharmacie, on nous a expliqué qu'il n'y avait plus de lait pour bébé. Et là, on s'est dit avec mon épouse, autant nous, adultes, qui avons une vie, on peut s'adapter à cette vie-là, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'offrir, voilà, à mon enfant. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de quitter le Liban. Alors évidemment, il y a tout le contexte
que tu as rappelées, mais j'imagine qu'on va y revenir au cours de la discussion. Donc voilà, en fait, le déclic, il a été là. Après, il se trouve que j'ai une histoire personnelle qui fait que moi j'ai beaucoup d'attaches avec la France, donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Liban. Voilà. Merci. Et du coup, Karim El Moufti, vous parliez tout à l'heure du jour où les banques ont fermé. Enfin, vous vous souvenez de la date et partant de là, peut-être réexpliquer un peu comment s'est déroulée en fait toute cette séquence de crise, parce que en révisant en fait pour cette rencontre, je me suis rendu compte à quel point il y avait une accumulation, enfin année après année, enfin des couches de choses qui se sont ajoutées. Et je me suis rendu compte aussi que, vu de loin, on a un peu oublié finalement tout ce millefeuille d'événements en fait qui ne font jusqu'à aujourd'hui, qui ne font que s'accumuler. Donc peut-être nous rappeler le jour de la fermeture des banques, peut-être ce qui s'est passé un peu avant, pour déjà donner du contexte aux gens qui nous écoutent. Absolument, absolument. D'ailleurs, on va rajouter un peu de pluriel à l'intitulé, parce que le Liban dans la crise, c'est le Liban dans la polycrise, hein, comme on l'appelle aujourd'hui, la multicrise, les crises, et les banques, la fermeture des banques a été un énorme choc. Hein. C'était en novembre 2019, la révolution d'octobre avait commencé, hein, le soulèvement d'octobre, on va en reparler aussi. Et là, tout d'un coup, frénésie des banques dont le système, le schéma de Ponzi s'est complètement effondré. Mais indépendamment du soulèvement, là, ça c'était vraiment une décision de survie des banquiers qui tout d'un coup ne pouvaient plus tenir le cours des échéances de la dette libanaise, hein, qui est devenue insupportable, sachant que ça fait des années que la balance commerciale au Liban est négative, et aussi, il faut le savoir, que les grands investisseurs ont arrêté d'investir, que les grands clients des banques ont commencé à retirer leur argent, notamment les pays du Golfe, hein, qui avaient déjà commencé à retirer leur argent déjà à partir de ce qu'on appelle les ingénieries financières à partir des années 2015-2016, où la Banque du Liban a décidé de prêter des dollars aux banques en échange de taux d'intérêt astronomiques, là aussi contribuant un peu plus à l'enfoncement de la crise qui s'annonçait. Donc lorsque les banques finalement rentrent dans ce jeu de la grande corruption dont on va parler, et bien forcément là il y a un gros problème, puisque une économie sans banque, ça veut dire une économie de cash, hein, qui est aujourd'hui le lot et le quotidien des Libanais, et ça a complètement aussi désaffecté une grande partie de la jeunesse qui est partie. Hein, cette émigration dont on est représentant, mais même les plus jeunes. Hein, je veux dire, nous, on est cette troisième génération directe qui a vécu ces polycrises, mais là on est vraiment dans des crises qui ne sont pas liées à une guerre. Généralement, les grands-parents aussi ont été touchés par les événements de 1958, les événements de 1975. Nos parents, eux, là aussi, ont tout perdu. Les premières dévaluations des années 80, les grandes décisions de partir, de rester, la guerre, l'invasion de Beyrouth en 82 par Israël, la guerre des milices, etc. 15 ans de guerre quand même. Et la décision dans les années 90 de revenir, de réinvestir, hein, par la diaspora, ceux qui étaient partis, ceux qui étaient restés. Donc l'émulation des années 90 pour se retrouver, la troisième génération, donc nous, tout d'un coup, et la crise des banques, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire lorsque les banques ont rouvert, elles ont tout simplement dit à leurs clients, vous n'avez plus accès à votre argent. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire aussi. Que les banques ferment, c'est pas une arithmétique juste commerciale ou à terme. C'est que tout d'un coup, tous les retraités, tous les épargnants, toute cette classe moyenne qui faisait un peu l'ossature socio-économique du Liban, tout d'un coup s'est retrouvé le bec dans l'eau, sans accès aux devises, avec les banques qui finalement décidaient de la pluie et de beau temps, sans aucune politique publique adaptée à la crise, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle le contrôle du capital, hein, c'est-à-dire essayer de freiner un peu la crise, de restructurer les banques. Bref, il y a des tonnes de solutions qui existent. On peut aller rechercher en Islande, en Grèce, à Chypre. Bref, il y a énormément de leçons que beaucoup d'économistes ont mis sur la table pour essayer de faire. Mais bon,
la puissance des banques connectées au système politico-communautaire fait que nous sommes la troisième génération à encore être pris dans le tourbillon de la crise, et forcément encore une énième vague d'émigration de familles, de jeunes, d'étudiants, voilà, et ceux qui ne peuvent pas partir, les plus pauvres, les plus dépendants d'un métier qui n'est pas forcément transposable à l'étranger, des retraités qui ont fini leur vie, qui ne peuvent pas aller être actifs ailleurs, eh bien tous ces gens-là doivent rester et finalement doivent trouver des moyens de subsister, des méthodes de solidarité dont on va parler justement, où là la jeunesse libanaise a un rôle à jouer et va aussi se trouver un rôle et se trouver une manière justement de subsister, de vivre, mais pas forcément de rêver. Merci. Justement, je me posais la question, moi, sur l'émigration, ou peut-être est-ce qu'on peut parler d'exil. En tout cas, est-ce qu'il existe des statistiques? Est-ce qu'on sait le nombre de gens qui sont partis ces dernières années, et notamment les jeunes? Est-ce qu'on sait aussi la composition, pareil, en préparant les questions, en fait, je me suis posé la question de savoir si on pouvait dire qu'il y avait une jeunesse au Liban, ou s'il y avait des jeunesses au Liban, si toutes les parties de cette jeunesse émigraient ou pas. Voilà. Donc, est-ce que l'un d'entre vous sait s'il y a des statistiques ou des chiffres sur ces... Eh bien, les chiffres de l'aéroport sont ce qu'ils sont. Hein. Il n'y a pas vraiment de grandes... malheureusement, c'est pas très sophistiqué comme chiffre. Hein. On ne distingue pas vraiment les touristes des Libanais, de la diaspora, de ceux... Mais en tout cas, ce qu'on a constaté dans les chiffres, c'est qu'il y a une vraie disparité. Hein, depuis 2020, surtout depuis l'explosion du port, hein, effectivement, à peu près 250 000 personnes qui, voilà, un peu le déficit entre les entrants et les sortants. Le chiffre est de plus ou moins 250 000 personnes qui ont quitté le Liban, surtout des familles. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, beaucoup viennent. Il faut savoir que le contingent libanais, on en parlait tout à l'heure, est vraiment un des plus gros contingents étrangers étudiants en France. D'ailleurs, les chiffres des doctorants libanais en France talonnent celui des Chinois. Et vous connaissez la différence de démographie des deux pays. Donc c'est dire la grande relation à tous les échelons entre le Liban et la France, qui est une relation historique, bien sûr, on peut en reparler, et qui continue, malgré le recul de la francophonie, malgré la maladresse géopolitique de la France au Liban. Il reste quand même une connexion sociale, sociologique, familiale, qui est très forte, anthropologique presque, hein, entre le Liban et la France, qui fait que, justement, la France est toujours vue comme étant la grande sœur, hein, du Liban, qui permet justement à beaucoup de familles de se retrouver, de s'exiler, d'étudier pour les jeunes, et ensuite éventuellement essayer de se reconstruire, parce que c'est pas quelque chose d'évident de laisser la famille sur place, d'aller faire ses études, d'aller s'émanciper, et puis il y a toujours un pied d'attache, et c'est extrêmement douloureux de voir le Liban sombrer, cette classe moyenne disparaître, l'appauvrissement dans tous les sens du terme du tissu social, économique et financier, et en même temps être ailleurs, hein. Il y a toujours un peu ce sentiment de culpabilité qui est là, qui est fort, et qui va là aussi ronger un peu cette jeunesse en exil qui va devoir s'adapter à cette situation. Pour compléter ce que dit très justement Karim, tu posais la question de Bérangère de est-ce qu'il y a une jeunesse libanaise ou est-ce qu'il y a des jeunesses libanaises? Alors évidemment la réponse elle est évidente, il y a bien sûr des jeunesses libanaises. En gros, pour rebondir sur ce que disait Karim, on peut considérer que comme dans la population des étudiants libanais, il y a 3 catégories. Et je vais schématiser et peut-être que je vais choquer. Il y a les personnes qui ont eu la possibilité de partir, qui ont de la famille à l'étranger, notamment, tu parlais effectivement tu parlais de la France, tu parlais de Paris, il y a beaucoup de pays où la diaspora libanaise, elle est énorme, et puis elle est présente dans tous les pays, donc il y a des personnes qui ont pu partir, qui avaient les moyens de partir. Il y a une deuxième catégorie, ce sont les personnes qui ont été obligées de partir.
parce que la situation au Liban est intenable et qu'ils avaient une espèce de porte de sortie, voire une bouée de sauvetage qui existait à l'étranger, et parce que, pour le coup, on parlera aussi du système universitaire et du champ universitaire libanais qui est dans une situation assez particulière aussi au vu de la crise. Beaucoup de parents n'ont plus forcément les moyens de pouvoir subvenir aux besoins des enfants et même de payer les frais de scolarité dans les universités. Donc il y a cette catégorie-là, ce sont des gens que je considère comme ayant été obligés de partir. Puis il y a une troisième catégorie, c'est ceux qui ne peuvent pas partir. Et ceux-là, ils sont dans une situation, effectivement, ils sont doublement prisonniers. Moi, j'utilise ce mot, voilà, j'ose utiliser ce mot de prisonnier parce que souvent, ces gens-là, ces populations-là, elles auraient envie de partir, et beaucoup d'entre eux, dans le désespoir, il y a de plus en plus, ces dernières années, on a vu une augmentation du nombre des bateaux de la mort, de migrants. Alors, il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi pas mal de Libanais qui habitent dans des zones défavorisées, qui essayent de quitter le Liban par les moyens avec lesquels ils disposent. Donc, effectivement, il y a cette jeunesse-là qui reste. Elle est prisonnière de la situation, et j'ai envie de dire, elle est prisonnière parce que c'est une thématique qu'on n'a pas évoquée, mais je pense à dessein, elle est aussi prisonnière d'une certaine manière de la classe dirigeante. Mais j'imagine qu'on va en reparler dans le cours de la discussion. La classe dirigeante est là. Elle a été ébranlée, clairement. Mais elle est là. Elle est encore là. Je pense qu'elle a subi un coup que je considère, moi, comme étant très très important. Mais, d'une certaine manière, le travail reste à faire, en fait. Donc voilà. Oui, et alors, quand tu parles d'un coup important porté à la classe dirigeante, en fait, tu parles de quoi précisément, en fait, de quel moment de 2019, du mouvement de soulèvement de 2019 Alors, 2019, ça a été... On dit souvent que des crises peuvent naître des espérances et des espoirs. En 2019, a soulevé quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu. Cette espèce de mouvement de contestation, de soulèvement populaire, c'est quelque chose qui était en germe les années précédentes. En 2015, on se souvient qu'au Liban, il y avait une crise des déchets qui avait commencé à faire germer des espèces de mouvements estudiantins, mais pas forcément estudiantins, d'ailleurs des mouvements de jeunesse, qui ont commencé du coup à deux choses. Ils ont commencé à penser qu'un autre système était possible. Ce qui est, ne serait-ce que cette espèce de switch de pensée est révolutionnaire. Donc ces gens-là ont pris le lead dans les années, donc ouais, c'est ça, 2014, 2015, et ensuite la crise financière, bancaire, politique aussi. Tout s'est agrégé en une même période, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc je disais, on dit souvent que la jeunesse évidemment sont les forces vives de la nation, et là très clairement on a vu un soulèvement, une prise de conscience du fait que c'est leur pays, c'est un pays qui appartient à sa population, c'est pas juste un pays dans lequel la classe dirigeante peut comme ça ponctionner de manière impunie, quoi. C'est leur pays, ils sont acteurs de ce pays, et ils veulent être acteurs de ce pays. Donc c'est ça aussi que 2019 a fait émerger une espèce de conscience qu'il y a un certain Liban qu'il fallait défendre, et en tout cas qu'il fallait reprendre à une certaine partie de la classe dirigeante. Donc ça, effectivement, ce mouvement 2019, il a créé quelque chose qui, alors on verra dans les faits, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui est inexorable, c'est-à-dire qu'il y aura un avant, je pense qu'il y a eu un avant et un après 2019. Même si, effectivement, on va en discuter, les élections législatives qui ont suivi n'ont pas forcément traduit, en tout cas au Parlement, cette espèce de nouvelle vague, mais quelque chose s'est passé en 2019, et la crise n'a fait qu'accentuer
auprès de la jeunesse libanaise ce besoin de changement, même si une partie de cette jeunesse a quitté le pays? Alors, oui, peut-être Karim, si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Julien. C'est vraiment, je pense, l'activisme. Et moi, je l'ai vécu personnellement, parce que j'étais un activiste de premier plan. Dès 2017, c'était Wahdatuna Khalasuna. 2011, avec le printemps arabe, c'était Sha'ab yurid isqat al-nizam. Ta'ifi pour le Liban, ça veut dire le peuple veut se débarrasser du système, du régime. Et au Liban, il faut rajouter communautariste, contrairement à l'Égypte ou à la Tunisie. Et donc, voilà, donc petit à petit, effectivement, un peu cette tranche, parce qu'effectivement, on va parler des jeunesses libanaises. On a parlé tout à l'heure on va passer au pluriel. C'est les jeunesses libanaises dans un pays en multicrise, en polycrise. Et ces jeunesses libanaises, une partie de cette jeunesse libanaise, une des trois, moi je distingue trois, anthropologiquement, il y a trois grandes catégories de jeunesse au Liban, celle qui aspire à la République laïque, donc c'est celle des activistes, on va en parler maintenant. Il y a ceux de la République qu'on appelle militante, c'est ceux qui sont par exemple dans des groupes comme le Hezbollah, hein, qui ont vraiment une démarche à part, et tous les jeunes combattants qui meurent en ce moment dans cette guerre avec Israël, c'est la jeunesse libanaise aussi, hein, mais qui sont dans une autre optique d'une république qui voit comme étant militante, ils sont là pour ça. Et il y a la république marchande, qui sont cette jeunesse qui n'est pas du tout forcément connectée ni à l'activisme, ni à ces questions de laïcité ou de questions de communautarisme, qui veut faire de l'argent, qui est capitaliste, qui est entrepreneurial, qui est un peu aussi la réussite de ce Liban que tout le monde adore, gastronomique, la nightlife, le savoir-faire, le savoir-vivre, etc. Mais qui, d'un côté, doit aussi être connecté à l'administration publique, parce qu'il faut bien avoir le permis de construire, il faut bien trouver les licences, etc. Et donc, forcément, elle est connectée aussi à une république, ce qu'on appelle la république marchande. Donc vous avez les jeunes, donc la jeunesse de la république marchande, les jeunes de la république militante et les jeunes aspirant à la république laïque. Et moi, dans ma jeunesse... T'es encore jeune, t'es encore jeune. Oui, on dit ça. Et donc moi, j'étais extrêmement impliqué dans la jeunesse justement de cette république laïque, hein, d'ailleurs, qui est d'ailleurs dénotée dans les accords de Taïf de 1989, qui appelle justement à une déconfessionnalisation politique du Liban, qui n'a jamais eu lieu. Et donc, dans cette optique de militantisme, d'activisme, eh bien, en 2015, par exemple, il y a eu cette crise des déchets, déjà des groupes comme Vous Puez ou d'autres qui commencent à s'organiser. D'autres groupes beaucoup plus sérieux en 2016, comme Beyrouth Madinati, ça veut dire Beyrouth est ma ville, va se lancer dans une campagne du jamais vue, dans une élection municipale à Beyrouth, qui va être à deux doigts de remporter la victoire, mais c'est pas une proportionnelle, donc forcément on a perdu on va dire à quelques milliers de voix. Et d'ailleurs le responsable de la campagne de Beyrouth Madinati, l'économiste Jad Chaban, est lui-même en France maintenant, à Fontainebleau, donc voilà, encore à l'exilé. Donc le chef d'orchestre de cette grande campagne qui a vraiment donné le souffle à ce qui viendra en 2019, hein, parce que c'est vraiment un travail mobilisateur qui va être vraiment dans la durée. Hein. On retrouve les mêmes acteurs, il y a les plus jeunes qui sont là, il y a les plus anciens qui sont là, et donc forcément en 2016, Beyrouth Madinati est vraiment un grand choc pour les militants et les activistes qui continuent d'avancer. En 2018, j'étais le responsable de la campagne électorale, le directeur de campagne électorale d'une liste laïque à Beyrouth, dans laquelle se trouve quelqu'un qui est maintenant député, Ibrahim Naïmé, qui perd en 2018. Donc on perd la bataille électorale en 2018, mais lui la gagne avec une autre équipe, parce que moi j'étais déjà en France en 2022, qui la gagne en 2022, donc il est maintenant député. Donc voilà, donc ça, il y a vraiment un vrai travail où certaines figures, aujourd'hui, les laïcs sont représentés au Parlement grâce à 2022. Il y a une dizaine de députés qui se disent députés de la contestation, c'est-à-dire de l'esprit du 17 octobre. Voilà, et donc voilà, nous, activistes, on a contribué
d'une manière ou d'une autre, à que cette représentation politique, parce que ça reste quand même, on est quand même dans une démocratie représentative au Liban, tant bien que mal, et donc cette république laïque, n'a jamais été représentée au Parlement. Hein, nous jeunes activistes, on n'a jamais été représentés au Parlement depuis les années d'après-guerre jusqu'à 2022. Il a fallu attendre pratiquement 30 ans pour vraiment avoir une petite représentation de ces députés différents, hein, de la classe politique, des populistes, des communautaristes, des arrivistes, des hommes d'affaires, bref, et ça c'est nouveau, effectivement, comme disait Julien, ça va effectivement eh bien, éventuellement percer. Hein, percer, malgré les polycrises, malgré tout, mais effectivement, il y a un vrai rapport de force entre ces trois républiques, on peut y revenir. Et alors, tu parlais tout à l'heure de la jeunesse, ce que tu as dit militante, tu parlais donc des jeunes du Hezbollah. Il y a aussi, en préparant toujours cette rencontre, je me suis posé la question de la jeunesse des camps de réfugiés palestiniens, notamment, camps de réfugiés syriens aussi. Et dans le contexte actuel, est-ce qu'il y a quid de cette jeunesse-là? Est-ce qu'il y a des craintes de radicalisation? Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières? Enfin, quel est votre J'aimerais peut-être même savoir si c'est quand on parle de la jeunesse au Liban, si c'est un ingrédient qu'on inclut dans la jeunesse au Liban ou pas, ou si c'est vraiment un statut différent. En tout cas, ils font partie du paysage. Ils sont présents. Chacune des deux populations auxquelles tu fais référence, alors ce sont des cas particuliers, mais ils ont beaucoup de points communs. D'abord, ils sont perçus comme étrangers. Et beaucoup de partis politiques, tu parlais des populistes et des communautaristes, c'est les réfugiés syriens et les réfugiés palestiniens ont bon dos, et certains partis n'hésitent pas à rendre responsable cette population-là de tous les maux du Liban. Donc ils ont ça en commun. Ils sont perçus comme ce sont des boucs émissaires. Et ça peut aller très très loin. On peut parler de racisme. Je sais pas, Karim, on peut carrément parler de racisme à leur encontre. Donc dans l'équation libanaise, oui, ils sont considérés comme un espèce de corps étranger et qu'on essaye d'écarter. Mais si on veut avoir, nous en tant qu'observateurs, un espèce de panorama de la réalité du Liban, ils en font évidemment partie. Alors effectivement, eux, alors pour le coup, ils font partie des populations pour le coup les plus défavorisées, sur lesquelles on parle notamment des réfugiés syriens, parce que ce sont les plus nombreux. J'ai pas les chiffres en tête des jeunes réfugiés syriens, mais on considère à peu près qu'ils représentent à peu près aujourd'hui le quart de la population qui réside au Liban à peu près. Mais oui, ils cumulent beaucoup de handicaps, beaucoup de problèmes, et effectivement, on l'a vu, notamment, alors pendant le Covid, on l'a vu, ils ont fait partie des populations qui n'ont pas accès à la santé, ils ont très très peu accès à l'éducation. En gros, l'État libanais ne les considère même pas. Ils sont présents. Ils sont considérés comme des boucs émissaires, en gros ils sont totalement laissés à l'abandon. Alors il y a des associations, c'est aussi la question des associations aussi par rapport à la jeunesse libanaise, elle est aussi importante. Il y a des associations, il y a des Nations Unies, des ONG qui essayent de s'occuper de ces personnes-là qui ont vécu pour le coup des tragédies terribles. Mais effectivement, voilà, je vais me répéter, mais ils sont considérés comme des boucs émissaires, donc une partie de la population libanaise ne les prennent pas forcément en compte, et considèrent même qu'ils sont, donc encore une fois, une partie du problème. Tu parlais de polycrise, et voilà, certains parlent de la crise des réfugiés syriens, du fardeau qu'ils font porter à la population libanaise. Et
Karim, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je vais dans le sens de ce qui vient d'être dit, absolument. Hein, c'est des boucs émissaires. Mais ce qui est intéressant de comparer, si on veut regarder un peu la population des réfugiés palestiniens, bon, qui est historique, hein, de 1948-1967, qui est venue par vague, expulsée de Palestine par Israël. Là, le Liban a une approche très différente de celle des réfugiés syriens. Alors déjà, il les appelle pas réfugiés. Non, déjà, c'est des déplacés. C'est pas des réfugiés parce que le Liban officiellement n'est pas un pays de refuge. Bon, là, vous voyez déjà la contradiction. On accueille les réfugiés arméniens déjà dès les années 15-20 du Grand Liban. On accueille les réfugiés palestiniens. Par contre, les Syriens, eux, c'est pas des réfugiés, c'est des déplacés. Et on voit un peu aussi la différence du paysage, hein, comme tu disais très bien. Hein, ils sont dans le paysage, ils sont là, on peut pas les ignorer. Il faut s'en occuper. Et là, bon, les Palestiniens en parlent aujourd'hui. Un recensement a été fait il y a 2-3 ans. On est dans les 140 000 hein, Palestiniens, plus grand monde, parce que les Palestiniens, contrairement à ce qu'on pense, peuvent se déplacer. Ils ont des laissez-passer, des passeports, etc. Surtout depuis que la Palestine est un État, en 2012. Par contre, les Syriens, déplacés, réfugiés, ce que vous voulez, eux, on est dans les 1 200 000, 1 500 000. Et par contre, eux, ils sont inoffensifs. Alors que les Palestiniens, vous avez les combats à Ain el-Halwa dans les camps palestiniens, il y a eu l'épisode de Nahr el-Bered en 2017, il y a des factions comme le Hamas. D'ailleurs, le numéro 2 du Hamas a été tué à Beyrouth, dans la banlieue sud. Hein, donc les Palestiniens sont encore ces activistes un peu, voilà, qui sont là, qui sont armés, qui s'occupent de leur propre sécurité dans les camps. L'armée ne peut pas pénétrer dans les camps. Et l'exception de ce camp de Nahr el-Bered au nord du Liban a été la première fois où l'armée libanaise s'est attaquée. Parce que la couverture politique défendant un peu les Palestiniens, c'était un peu effioté. Et là, c'est la première fois où l'armée libanaise a carrément rasé le camp. Ce que généralement faisaient les phalangistes ou les Israéliens dans les années de guerre. Donc c'est dire un peu aussi l'effiolage et le recul un peu des réfugiés palestiniens ou de cette matrice sociale palestinienne qui est très présente, mais pas forcément aussi inoffensive que les Syriens, qui eux ne sont pas armés, ne pèsent aucunement de risque dans la population libanaise, et au contraire, aujourd'hui, apportent une bouffée d'oxygène dans cette économie informelle qui est le Liban, l'économie du cash, l'économie informelle, l'économie où on va faire baisser les prix, on va casser les prix, où les enfants dès 6-7 ans, on les fait travailler dans les champs à cueillir les patates. Vous les trouvez dans des cafés dans la BK, vous les trouvez dans les salons de coiffure, on fait travailler les enfants pour faire vivre les familles parce que le système d'école ne fonctionne pas, parce que le système onusien qui veut bien faire les choses a financé les écoles, a financé le système de double le système dual où le matin l'école accueille les Libanais et l'après-midi accueille les Syriens, très bien. Les instituteurs libanais payés par la communauté internationale pour enseigner les Syriens, bon, très bien. Sauf qu'on n'a pas pensé au transport des Syriens depuis leur camp informel jusqu'à l'école, qui n'est pas financé. Donc les enfants qui habitent un tout petit peu loin ne vont pas à l'école. Ils ne peuvent pas payer le car, ils ne peuvent pas payer le transport, ils ne peuvent pas marcher 10 km pour retrouver l'école. Donc c'est un énorme pan de la jeunesse syrienne, là du coup pas libanaise, mais syrienne, qui va être analphabète, qui va pas recevoir d'éducation, qui est à la merci de l'exploitation des patrons libanais, des exploitations agricoles, etc. Et qui va grandir dans un pays dans lequel ils ne seront jamais intégrés, sans connaître leur pays d'attache, parce qu'on a décidé que c'était les instituteurs libanais qui devaient se faire un peu d'argent sur le dos des réfugiés, et eux leur enseigner le curriculum libanais, tout en disant qu'on ne veut pas les intégrer, qu'il ne faudra jamais leur donner la nationalité libanaise, sans leur donner aucun semblant de culture syrienne. Hein, ça aurait été quand même peut-être un peu plus malin de laisser les instituteurs syriens, il y en a une flopée. J'ai fait beaucoup d'enquêtes avec les réfugiés syriens, j'ai rencontré beaucoup d'instituteurs qui étaient frustrés par cette affaire, où on ne les laissait pas enseigner,
aux Syriens, à leurs propres enfants, du fait de ces affaires de gros sous. Et les jeunes Syriens, du coup, très bien, ils apprennent la géographie libanaise, l'histoire libanaise, ils passent le bac libanais, c'est très bien, mais bon, mais si on ne veut pas en faire des Libanais, ce qui est bien évidemment une ligne rouge, dans une démographie explosive comme le Liban, bon, qu'est-ce qu'on a fait là? Comment ils vont retourner quand ils auront 15, 16, 18 ans, 20 ans? Comment ils vont retourner en Syrie le jour où ils pourront retourner en Syrie, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas les... voilà, ils parlent libanais maintenant, d'ailleurs, même l'accent. Les Syriens, vous parlez avec des enfants aujourd'hui, ils vous parlent en libanais. On ne sait plus du tout distinguer le Syrien du Libanais, du fait de cette intégration sociologique par l'école, rien que par l'école et par l'économie informelle dans laquelle ils se sont intégrés. Et pour continuer un peu sur la question de la régionalisation du conflit entre Israël et le Hamas, quelles sont les conséquences? On va être obligé malheureusement d'aller un peu vite parce qu'à partir de 20h à peu près, il y aura plutôt des questions avec le public. Mais donc, quelles sont un peu les conséquences d'ores et déjà de de la guerre et des représailles entre le Hezbollah et Israël au sud? Et enfin voilà, quel niveau de crise ça ajoute à la polycrise libanaise? Et quels sont vos... Enfin voilà, comment vous voyez les choses un peu par rapport à la régionalisation du conflit? Est-ce que ça va empirer? Est-ce que... J'ai commencé à répondre. C'est la 380e crise qui s'ajoute aux 395 précédentes. En fait, il se trouve que, pour des raisons personnelles, je suis allé au Liban. Je suis allé au Liban il y a quelques semaines maintenant. Et la question qui était sur toutes les lèvres, c'est en arabe, Shou fi harb, il va y avoir la guerre. C'est une question paradoxale parce qu'en fait, la guerre, elle est là. C'est ça qui est, j'allais dire amusant, c'est pas le mot, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que aujourd'hui le sud Liban et évidemment du coup le nord d'Israël est devenu une zone de guerre où Israël et le Hezbollah s'échangent des tirs très quotidiennement, avec pas mal de morts, ce sont des échanges de tirs meurtriers. Et en fait, ce qui est assez dingue en fait quand on est au Liban, c'est qu'il se trouve que moi, pour des raisons personnelles, j'étais sur Beyrouth. Et on a l'impression que le sud-Liban, c'est à des milliers de kilomètres que la guerre, elle est assez loin, alors qu'en fait, elle est juste elle a 2 encablures, à 2 pas, en fait. Donc, le sud-Liban est en guerre. Donc, pour répondre à ta question, quelles conséquences ça a? Le Liban c'est toujours considéré comme un pays ballotté par les crises. Et on se dit, et puis donc les Libanais se disent encore, nous voilà encore pris dans le tourbillon régional et notre destin, encore une fois, n'est plus entre nos mains. Et donc on est à la merci de calculs régionaux de je ne sais quelle puissance. Donc il y a ce côté-là qui ressort beaucoup avec cette guerre. Et d'une certaine manière, je ne sais pas si Kim va être d'accord avec moi, quelque part c'est quelque chose que les Libanais ont intégré. Lorsque le numéro 2 du Hamas a été tué par une frappe ciblée d'Israël, en fait, très curieusement, on a considéré au Liban, la grande majorité des Libanais considéraient que, d'abord, ils considèrent que ce n'est pas leur guerre, déjà. Une grande partie des Libanais considèrent que ce n'est pas leur guerre. Le Hezbollah n'est évidemment pas d'accord, ils considèrent qu'ils font, eux, la guerre, ils jouent leur guerre dans le sud-Liban, mais effectivement, cette frappe à Beyrouth, c'est comme si elle avait lieu dans un théâtre d'opération totalement différent. Donc, en fait, voilà, ça ne fait ajouter à la crise qu'à la crise. Donc, après, si tu me demandes la question des perspectives, alors là, pour le coup, c'est très compliqué, parce que la guerre entre Israël et le Hamas, pour le coup, cette sortie de guerre est très floue. Il y a toujours cette épée de Damoclès de la régionalisation, de l'embrasement régional. En Israël, on considère que le front sud du sud-Liban, on le considère comme le deuxième front de la guerre. Donc, il y a cette frontière-là, cette zone de guerre-là est très tendue. Alors, il se trouve que, en plus de la volonté assez paradoxale des deux parties de jouer une espèce de partition d'escalade contrôlée, il y a aussi une espèce d'activité diplomatique, on va dire, notamment de la part des États-Unis, de la France, pour essayer de contenir ce conflit-là, en tout cas ce front-là, à des limites contrôlables. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, absolument.
Absolument. Il y a une véritable fragmentation sociopolitique au Liban, justement, entre ces trois jeunesses. Et là, avec la guerre, forcément, les tenants de la République laïque et de la République marchande, ils sont pas contents, bien sûr. Ils voient ça d'un très mauvais œil. Ceux de la République militante, ils se disent c'est notre moment, il faut y aller, voilà, c'est la belle vie, le martyr nous appelle, bref, l'endoctrinement religieux dans toute sa splendeur. Et avec les résultats que ça a, c'est-à-dire une décision de guerre et de paix qui n'est pas dans les mains des Libanais, de l'État, du gouvernement, si tant est qu'il y a gouvernement, il n'y a même pas de président, on n'est pas allé au fond du contexte, parce qu'il faudrait 2 heures pour expliquer du contexte de polycrise dans lequel est le Liban aujourd'hui. Il faut vous imaginer, il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouverneur de la Banque centrale, le chef de l'armée doit partir à la retraite, ils ne savent pas si le renouvellement de son mandat est légitime ou pas. Bref, toutes les institutions se délitent et il faut remettre un peu le contexte de la guerre dans, si vous voulez, un peu une matrice historique. Moi, j'ai toujours écrit sur le Liban, j'ai toujours distingué 3 grandes phases, pour faire rapidement. Il y a les 30 glorieuses, c'est 30 glorieuses entre 45 et 75, où là, justement, le secret bancaire a été mis en place par Raymond Aidé, où là, c'était vraiment le début du Liban intermédiaire avec les pays du Golfe, où les trilingues et les entrepreneurs et les marchands ont vraiment instauré le Liban avant Dubaï, avant le Qatar, voilà, où ces pays-là étaient encore dans une période pré-pétrole. Arrive 75, 30 ans, ce que j'appelle les 30 pleureuses, parce que vous avez 15 ans de guerre et 15 ans d'occupation syrienne. Voilà. Arrive 2005, où là, l'attentat contre Halili, effectivement, permet de libérer le Liban de la tenaille syrienne, mais là, c'est le début de ce que j'appelle les 30 déliquescentes. C'est-à-dire, oui, effectivement, les Syriens sont partis, mais c'est pour le remplacer par un système bien pire, où où là, on part de crise en crise. Déjà 2006, une guerre dévastatrice entre le Hezbollah et Israël déjà, qui est dans tous les esprits. Moi, je travaillais au Comité international de la Croix-Rouge à l'époque, donc je connais vraiment sur le front, donc je m'en souviens bien. Donc là, à l'époque, on n'est pas parti, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, il n'y avait pas de problème, pas de soucis particuliers là, il faut juste y aller. Donc dans l'humanitaire, avant de changer et de rentrer dans l'académique après, faire un doctorat. Et ces 30 déliquescentes, on y est encore, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez de 2005 jusqu'à aujourd'hui 2024, voilà, c'est un Liban qui sombre. Et vraiment, moi j'avais déjà cette analyse-là, que le Liban ne peut que sombrer, parce qu'il n'y a aucune manière pour l'État de se consolider, du système de corruption de s'assainir. Et on est vraiment dans un système où cette grande corruption a déclenché de passe-droit en passe-droit. Là, une phénoménale cascade de passe-droit a conduit à la double explosion du port quand même. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'explosion du port? C'est cette cascade de passe-droit où je laisse passer ceci, tu laisses passer cela, tu payes ici, tu payes là-bas, le bateau, le navire, le nitrate, on le laisse là. Et tout d'un coup, par la plus grande des malchances, un incendie qui détruit quand même une grande partie de Beyrouth. Donc on passe d'une polycrise sans guerre, parce qu'on avait les résultats. C'est ça qui est remarquable avec 2019, c'est qu'on avait les résultats d'un pays en guerre, où l'appauvrissement total, le manque de lait, le manque de Doliprane, il n'y a plus de médicaments, les cancéreux, les diabétiques, bref, c'était la catastrophe. Moi, je me souviens, quand on allait au Liban, on allait avec des valises de médicaments. Bon, maintenant, ça va un peu mieux. Les banques qui vous donnent pas votre argent, bref, c'était la déliquescence, vraiment, dans tout le sens du terme. Et arrive ensuite un moment où il faut essayer de redresser la barre, et vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire le Liban continue de sombrer. Et là arrive la guerre. Alors là, la vraie guerre, là, du coup, avec les bombardements, avec les morts dans le sud, où les écoles sont fermées, vous avez 75 000 déplacés. Et donc là, vous aviez les résultats d'une guerre, d'une guerre sans guerre, et maintenant vous rajoutez cette guerre, donc encore une période dévastatrice qui va encore, qui vraiment participe à cette déliquescence du Liban. Et j'ai envie de dire, ce Liban ne tient qu'à un fil. Et paradoxalement, et ça c'est l'une des grandes observations sociologiques que je peux faire sur le pays aujourd'hui, c'est qu'il tient qu'à un fil,
Et ce fil-là, qui le sauve, paradoxalement, c'est quoi? C'est le communautarisme. C'est le communautarisme. Pourquoi? Parce que c'est le filet de sécurité. 75% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté, mais personne n'est SDF. Ce niveau de pauvreté en Europe, voilà, ce serait d'une catastrophe nationale. Il y aurait des SDF partout, personne ne pourrait payer de logement, personne ne pourrait se payer quoi que ce soit. Les restos du cœur, déjà, comme vous voyez, ils n'arrivent plus à suivre. Les étudiants, voilà, pareil, ici. Au Liban, non, au Liban, même les plus pauvres de chez plus pauvres, grâce au communautarisme, grâce au système d'institutions caritatives, grâce aux communautés, vous avez 18 communautés au Liban, et il y a de l'argent, eh bien, elles meurent pas de faim. Et paradoxalement, ce communautarisme qui a généré cette grande corruption, qui génère des crises, qui génère la paralysie, mais au final, sociologiquement parlant, anthropologiquement parlant, eh bien, est un bouclier pour, et ça me peine de le dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité, c'est que c'est grâce au communautarisme, c'est grâce à cette solidarité communautaire qui finalement, les gens s'entraident, sont solidaires, de par leur connexion communautaire, de par ces systèmes de solidarité, eh bien, les gens survivent, même sans rien dans le frigo, même sans argent, voilà. Et cette jeunesse-là, eh bien, elle est et c'est ça aujourd'hui la question à se poser, c'est que cette jeunesse de demain, eh bien, elle va être alpaguée et complètement prise au piège de ce communautarisme. Nous, on a la chance d'en sortir. Nous, les laïcs, on dit non, non aux identités primordiales, non aux attaches communautaristes, oui à la laïcité, oui, mais nous, on a le luxe de le faire. Ceux qui sont tenus par ce service d'ascenseur, et le Liban, c'est ça. Le Liban, c'est un phénomène de retour d'ascenseur incessant. Je donne, tu donnes, je donne, tu donnes. Et ça, les jeunes l'intègrent. Moi, je ne l'ai jamais appris, ce système. Mais je le refuse. Mais les jeunes, aujourd'hui, c'est une matière de survie d'intégrer ce système. Et ça fonctionne. Et heureusement que ça fonctionne, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui fait que le Liban, aujourd'hui, ne disparaît pas. Mais tu disais quand même tout à l'heure, et pour finir, parce qu'après on doit passer la parole au public, tu disais tout à l'heure quand même que la jeunesse, les jeunesses avaient encore un rôle à jouer. Enfin, tout à l'heure tu donnais quand même des perspectives un peu plus positives, un peu plus. Alors quel serait ce rôle, même s'ils sont alpagués par le communautarisme, même si quel est le rôle que tous les deux vous voyez encore aujourd'hui, le rôle positif que pourrait jouer la jeunesse, quelle jeunesse et comment? Je vais donner une réponse. Parce que en fait la facilité dirait, ou en tout cas au premier abord, on pourrait dire que la jeunesse qui est partie ne reviendra plus. Mais ce qui est, en fait, j'allais dire qui est particulier au Liban, mais non, c'est aussi le cas dans pas mal des pays d'immigration. En fait, tant que l'attachement affectif avec le pays d'origine perdurera, il y aura toujours la possibilité que cette jeunesse finisse par revenir, je sais pas, par revenir peut-être même, en tout cas, s'investissent d'une manière ou d'une autre pour le Liban. Moi, j'ajouterais, je compléterais ce que tu dis, Karim, en disant, je dirais que effectivement, le paradoxe que tu soulevais sur effectivement le communautarisme qui constitue aujourd'hui un filet de sécurité par ce système de clientélisme qui fait que, comme tu dis, je te donne tel médicament, je reçois tel pain, paquet de pain, etc., etc. Tu as raison. Aujourd'hui, en mode survie, effectivement, c'est la survie aujourd'hui qui compte. Effectivement, mais je pense que le choc qu'a connu cette jeunesse libanaise là, qui n'a pas connu la guerre. Pour eux, ce qui s'est passé en 2019, la crise financière, c'est d'une certaine manière je mets des guillemets, leur traumatisme. Et on peut considérer, ou en tout cas on peut espérer, entre guillemets, d'une certaine manière, que de ce traumatisme va naître, alors de ce traumatisme auquel j'ajoute la preuve que le système sur lequel le Liban a reposé depuis sa création a failli. Donc cette certitude-là et cet espoir-là, on peut espérer, en tout cas sur un plan théorique, que cette jeunesse-là ait envie de construire quelque chose, parce que tous les Libanais vous le diront, le Liban c'est le plus beau pays du monde.
c'est le pays c'est le pays de l'accueil, c'est le pays, tu disais, voilà, de la nightlife, de la mer, de la montagne. La mer, à une demi-heure de la montagne, on skie, on nage, on fait la fête. Et ce qui est assez incroyable, c'est que, je vais faire court. Ce qui est assez incroyable, c'est que je pense que tant que la jeunesse gardera cette espèce d'image du Liban fantasmé, qui n'est plus forcément aujourd'hui, qui n'est qu'une partie de la réalité, je pense que que la jeunesse, en tout cas qui est partie, peut représenter un espoir. Voilà. Pour finir sur une note positive, pour essayer de... Voilà. Je suis entièrement d'accord. Alors, en une minute, effectivement, hein, ces trois jeunesses, bon, il y a un rapport de force qui se joue et qui va continuer. Alors, bon, une résultante de ces crises et du contexte, c'est que ces jeunesses sont moins libres. Hein, ça, c'est moins libre. Et, il y a un grand indicateur qu'on voit bien, ça veut dire avec l'homogénéisation des quartiers, en plus le phénomène des anciens loyers d'habitation qui ont été complètement libérés, qui fait que chacun a retrouvé des quartiers moins chers dans les banlieues de Beyrouth, les chrétiens chez les chrétiens, les sunnites chez les sunnites, les chiites chez les chiites. Ça a changé radicalement le tissu urbain et sociologique du pays. Il y a un autre indicateur qu'il faut garder en tête aussi, à mon avis, malheureusement, des choses ne vont pas s'arranger de par cette communautarisation, c'est les mariages mixtes. Ah, c'est ça, cette perte de liberté. Vous n'avez plus la liberté d'aller choisir. Moi, en France, on a le droit de garder le nom et du père et de la mère. Donc moi, Karim El Moufti, ça se voit pas. Mais si je voulais appliquer la loi française, moi, je m'appellerais Karim El Moufti Hassin, qui est une famille juive de Beyrouth. Donc, et qu'une juive et un arabe se marient en 1975, 2 ans après la guerre de Kippour, à Beyrouth, c'est quand même, c'est le symbole même de la liberté. Et donc, et ça aujourd'hui, c'est plus très possible. Hein. Moi-même, j'ai épousé une druze. Je peux vous dire, dans les réunions de famille, il n'y a pas beaucoup de non-druzes avec moi à table, hein, dans la montagne. Donc ça, aujourd'hui, cette non-mixité que les jeunes, c'est un manque de liberté. Encore une fois, il faut les comprendre. Donc il y a une matière de survie. Il faut être pas loin de la famille. Il faut l'acceptation des parents, etc. Et donc ce manque de liberté va jouer. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une jeunesse et des jeunesses impotentes ou impuissantes. Hein. Elles vont chacune continuer à se battre. Là, aujourd'hui, on a énormément de jeunes, notamment qui ont reconstruit après le port. Hein. Aujourd'hui, il y a cette résilience. Hein. Le mot-clé au Liban, c'est la résilience. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je vous donne une anecdote, c'est qu'à Gemaizeh, il y avait une très ancienne maison magnifique qui avait été détruite de l'époque de la guerre civile et qui n'a jamais été reconstruite. Et après le port, eh bien, les propriétaires ou nos propriétaires a été assez malins pour faire classer l'habitation comme étant résultant de l'explosion du port. Eh bien, elle a été rénovée. Quand même fantastique. Hein. Donc bon, c'est peut-être pas très éthique, mais ça a embelli le quartier, n'est-ce pas? C'est pas plus mal, n'est-ce pas? Donc, grâce à toutes ces aides qui sont venues après l'explosion du port. Donc ces jeunesses-là vont pouvoir réinvestir. Et aussi une autre résultante un peu mais ça c'est une constante, c'est que les jeunes, eh bien, c'est le renouveau. Ça veut dire, nous, on ne va plus jamais investir dans les banques libanaises. On ne mettra plus jamais $1 dans les banques libanaises. Mais nos enfants, eux, ils se moqueront de nous, comme nous, on s'est moqué de nos parents, de bon, on ne se fera pas avoir. Voilà. Donc nous qui avons été les attrape-nigauds du système, les jeunes aujourd'hui, eux vont continuer à vivre dans le système, à ouvrir des comptes, etc. Ils n'auront pas le même souvenir, la même mémoire. Hein. Et ça, c'est aussi une bénédiction, parce que ça permet aussi au Liban de vivre. C'est-à-dire, nous, si les banques comptaient seulement sur notre génération et les plus âgés, effectivement, là, c'en est fini de l'économie libanaise. Donc, heureusement qu'il y a les importateurs, heureusement qu'il y a les commerçants, heureusement qu'il y a les jeunes mariés, etc., qui ont besoin d'ouvrir des comptes, qui ont besoin de crédit, qui ont besoin d'acheter une voiture, qui ont besoin d'acheter un logement. Ça fait fonctionner l'économie aujourd'hui des banques, qui vont rebondir. D'ici 10, 15, 20 ans, tout ça, ce sera un souvenir. Et c'est nous, les vieux gâteux, on va dire, vous vous souvenez, etc. Attention, non, ok, attention. Donc ça, c'est une particularité de des jeunesses libanaises qui vont pouvoir éventuellement se reconstruire, voilà, mais avec le défi du communautarisme, avec le défi de cette fragmentation, le défi des guerres, le défi d'un contexte géopolitique quand même qui est explosif,
ce fil, hein, que, bon, aujourd'hui est plus un câble qu'un fil, heureusement, mais avec quand même le risque d'une implosion, le risque d'une disparition du Liban à terme, si les choses malheureusement continuent dans la mauvaise direction. Merci beaucoup et bravo à vous deux d'avoir réussi à nous dire tout ça dans un temps aussi court. C'est vrai que je l'avais présenté que de parler de la situation au Liban avec tout ce millefeuille et toutes ces polycrises, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc bravo d'avoir tenu ce pari. Et je pense qu'il va y avoir des questions sûrement dans le public qui vous permettront d'aller un peu plus loin, peut-être aussi sur. C'est vrai que moi, je veux pas souffler des questions au public, mais. Alors justement, si Bérangère, peut-être initier la première question parce que c'est toujours la plus difficile à poser d'expérience. Non, il y a des gens qui me font mentir, c'est parfait. Laissez-moi juste le temps d'arriver avec le micro, de manière à ce qu'on puisse bien vous entendre. Néanmoins, vous pourrez poser la question, Bérangère. Non, très bien. Moi, je donne la parole. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question peut-être pour préciser les différentes jeunesses que vous avez pu donner avec jeunesse militante, etc. Est-ce qu'on a une idée du nombre dans chacune? C'est quoi à peu près les proportions? Et laquelle est sur le... Enfin, je pense que c'est celle qui est militante, du coup la jeunesse militante qui est en train de prendre un peu plus d'essor que les autres. Et est-ce qu'il y a aussi des mouvements des jeunesses qui se radicalisent et qui partent, qui ont la possibilité de partir du coup en Palestine? Donc est-ce qu'ils peuvent traverser la frontière et aller se battre ou pas? Est-ce qu'ils sont limités? Voilà, je voulais juste peut-être un peu préciser sur au niveau de la ligne de front. Et peut-être une dernière question sur les banques. Est-ce qu'il y a des banques internationales qui sont dans le pays, type Revolut, des banques qui permettraient d'échapper, on va dire, au contexte de crise des banques avec le gel des avoirs, le gel des comptes? Voilà. Est-ce qu'il y a des banques internationales qui sont présentes? Voilà, merci. Merci pour cette question. Alors, la démographie des trois républiques, des trois jeunesses, oui, alors effectivement, on n'a pas de chiffres de recensement, mais je pense qu'il sera raisonnable de dire que les jeunes de la République laïque sont la minorité, hein, on va dire, bien sûr, minorité et sociologique et politique, hein, mais au moins elle est représentée au Parlement. Alors à voir si ça va se maintenir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques de ces nouveaux députés qui sont maintenant des responsables, des politiciens, des politiciennes, et qui sont très critiqués par leurs électorats respectifs. Donc à suivre un peu si leur vie politique sera de courte durée ou s'ils réussiront à se réinventer et à bousculer un peu les choses. Mais c'est vrai que là, effectivement, la vraie bataille, elle se joue entre la République marchande et la République militante, et qui parfois, c'est ça qui est très compliqué au Liban, c'est que elles sont parfois complètement calquées. Ça veut dire les familles, que ce soit des forces libanaises ou du Hezbollah ou des miliciens du PSP Druze, c'est aussi des commerçants. C'est aussi des entrepreneurs, c'est aussi des investisseurs, c'est aussi des importateurs. Ils ont généralement des licences, des monopoles d'importation, qui fait partie un peu du système rentier du Liban qui a causé sa perte. Donc forcément, ça se télescope, tout ça. Mais dans l'optique politique, effectivement, les militants aujourd'hui, dans un contexte de guerre, ont beaucoup plus de pouvoir et ont beaucoup plus de nuisances que les autres, où là, comme vous voyez, avec la crise en mer Rouge, les menaces sur le commerce international, etc., l'inflation, les coûts, effectivement, aujourd'hui, être commerçant au Liban, c'est pas très très facile. Agriculteurs encore plus, les agriculteurs du Sud ont perdu une grande partie de leur récolte à cause du phosphore tiré par les Israéliens. Donc forcément, c'est extrêmement compliqué d'aujourd'hui d'être effectivement maître de son destin au Liban. Alors pour les banques internationales, elles sont pas forcément présentes au Liban. Les manières de contourner les banques aujourd'hui, c'est des systèmes de transfert de fonds du style Western Union, OMT, Bob Finance, etc.
mais les banques internationales ne voient pas du tout le Liban comme un marché potentiel. Et d'ailleurs, beaucoup de banques correspondantes ont lâché. Et d'ailleurs, ont rappelé leurs fonds. Et ce qui a aussi causé un peu le désarroi de beaucoup de banques, parce que les banques correspondantes ont gardé les avoirs de banques libanaises et a contribué à la crise, justement. Hein, sachant que le Liban est en faillite, le Liban est en défaut, et les banques, on investit massivement dans les bons du Trésor d'un État qui, quand même, n'est pas recommandable en termes de finances publiques. Et pour répondre à une autre partie de votre question sur la radicalisation et l'envie d'aller au front, sur le front du Sud-Liban, il y a deux entités combattantes, on va dire. Il y a le Hezbollah et beaucoup de groupes palestiniens, notamment le Hamas, qui est présent là-bas. C'est dans ces deux populations-là, donc je dirais la population des partisans du Hezbollah et au sein de la population des réfugiés syriens, qu'on trouverait une population susceptible, en tout cas qui a l'impression d'être en guerre et de mener une guerre eux-mêmes. Maintenant, de là à parler de radicalisation, comme à une époque, on pouvait parler de radicalisation par rapport à l'État islamique, par exemple, au moment le plus fort, c'est une petite incise, au moment le plus fort de l'État islamique, donc entre 2014 et 2017, il y a eu pas mal de... un certain nombre de jeunes Libanais qui sont entrés dans leur rang, en tout cas qui ont été séduits par, peut-être pas l'idéologie, mais en tout cas pour l'idée de combattre. Aussi, il y a une question financière aussi à cette époque-là. L'État islamique payait, voilà, il y avait de l'argent et donc du coup c'est un espèce de revenu pour ces gens, pour une partie de ces gens-là. C'est une jeunesse radicalisée qu'on pouvait trouver notamment à Tripoli ou dans certains camps de réfugiés. Mais donc il n'y a pas forcément, mais je vais faire cette corrélation-là, pour moi elle n'est pas forcément opérante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut lire les reportages qui sont faits au Sud-Liban et j'ai envie de dire même surtout dans les camps de réfugiés palestiniens où on a vraiment l'impression, en tout cas les réfugiés palestiniens ont vraiment l'impression que c'est leur guerre, qui se joue, avec évidemment l'espoir du retour dans la terre natale, etc. Donc il y a pour le moins, en tout cas au minimum, une sympathie et même une espèce de cause commune qui s'exprime. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Oui, passionnant. Bonjour, merci déjà de vous parler du Liban et je suis très contente d'être là. Donc tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'absence de perspective politique, qu'il n'y avait pas de gouvernement, qu'il n'y avait personne qui gérait le pays. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait renouveler cette perspective politique. Comment est-ce que la jeunesse elle va se rétablir face à ça, si vous avez des réponses à ça. On m'entend. Et ma deuxième question aussi, c'était, parce que tout à l'heure, vous avez parlé que les Syriens, ils n'avaient pas accès à leur culture et à leur identité. Et est-ce qu'il y a un espoir qu'ils retrouvent leur identité et leur culture et qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui et comment on peut retrouver justement cette culture-là. Voilà. Alors, les perspectives politiques au Liban, malheureusement, ne sont pas forcément reluisantes. Encore une fois. Excuse-moi, Karim, de te couper, de rappeler donc la vacance du pouvoir. Donc, il n'y a pas de président depuis plus d'un an, depuis octobre 2022. 31 octobre. Voilà. Donc, et pour l'instant, 31 octobre 2022 à minuit, et à l'heure où on parle, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau président au Liban, en tout cas. Voilà, pardon, excuse-moi, Karim, de cette insiste, c'était pour rappeler des points de contexte. Et à quoi s'ajoute effectivement le fait que un gouvernement aujourd'hui ne fait que gérer les affaires courantes. Voilà, pardon. C'est ça, le gouvernement gère les affaires courantes, il le fait mal, mais le Parlement est complètement, on va dire, voilà, il fait des affaires courantes.
Le Parlement est tiraillé entre ceux qui pensent que la priorité c'est d'élire un président et donc que tout le reste du travail législatif est illégitime et inconstitutionnel, ceux qui veulent être un peu plus pragmatiques et être un peu dans l'optique du principe de continuité du droit administratif préfèrent se dire voilà, il faut voter le budget, il faut voter les lois, il faut voter tout ça, enfin il faut travailler, hein, même s'il n'y a pas de président. Et donc tout ça, tout ce tiraillement, forcément, ne présage pas d'un apaisement ou d'un renouvellement de la classe politique. Hein. Et encore une fois, cette classe politique est faite d'anciens miliciens et d'oligarques. Eh bien, elle est paranoïaque. Hein, c'est-à-dire, de la même manière qu'elle a fait gicler l'ancienne garde, qu'elle a pris sa place après la guerre civile, par les armes, et par une amnistie qu'elle s'est donnée à elle-même, eh bien, elle peut très bien, elle aussi, par des crises aussi graves que celle de la guerre du Liban, et on y est, hein, surtout si la déflagration régionale enflamme le Liban, pas seulement le Sud, là, elle a tout à perdre. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette extrême prudence, cet extrême esprit calculateur, où tout est dosé. On ne fait pas un pas sans négocier 3 ans. Et ce marchandage de tapis persans eh bien, fait que le Liban s'enfonce encore plus. Et donc, il y a un risque qu'ils prennent, mais c'est un risque calculé par rapport à une ouverture politique ou un renouvellement politique ou une réforme politique, hein, comme procéder à des élections municipales, par exemple, qui ont encore été reportées. Donc il n'y a plus une institution légitime au Liban. C'est clair, il n'y a plus ni le Parlement ne fait son travail, ni le gouvernement ne fait son travail, ni les municipalités aujourd'hui en faillite d'ailleurs, parce qu'elles n'ont plus d'argent à cause de la dévaluation. Et donc, le Liban est dans une situation catastrophique où le politique, justement, n'a plus de rôle à jouer, hein, où l'État n'a plus de rôle à jouer. Et c'est pour ça que le communautarisme et c'est ce qu'on appelle la société plus forte que l'État, hein, beaucoup de sociologues ont écrit là-dessus, hein, c'est-à-dire la société forte, l'État faible, les États faillis comme le Liban, c'est la société qui se prend en charge. Et cette société-là, qui a l'ossature, qui a les moyens, qui a la diaspora, qui a toutes les idées, qui a les passe-droits, eh bien, elle va trouver la force, elle, de poursuivre ce chemin et essayer, c'est là la question de reconstruire un peu un semblant d'administration, d'État, d'ordre. Mais là, quand vous avez une guerre, et des perspectives régionales de guerre, c'est très difficile justement. Donc ça ralentit d'autant plus ce phénomène, ça repousse d'autant plus ce phénomène, et c'est extrêmement dangereux pour le Liban. Donc la perspective, malheureusement, elle est extrêmement difficile à prévoir, malheureusement. Et sur les Syriens, il faut que la Syrie soit prête à les accueillir. Hein. C'est un peu ça, le droit des réfugiés est tel que il faut que le retour soit sûr et volontaire. On ne peut pas les déporter, ça s'appelle le non-refoulement, c'est un principe clé en droit international. Alors les Palestiniens, c'est simple, c'est les Israéliens qui ne veulent pas, mais pour les Syriens, ça c'est le droit international qui fait un verrou, parce qu'en Syrie, ils sont en danger de mort, ils sont en danger d'être torturés, d'être massacrés, etc. Donc il faut trouver, et pour ça il faut un président, pour ça il faut une diplomatie. Pour ça, je vais vous donner une anecdote sur le manque de président. Pendant la vacance d'avant, parce que c'est la 3e vacance présidentielle, on a l'habitude maintenant, c'était en pleine crise de réfugiés, et l'Allemagne et le Canada, notamment l'Allemagne, ont déclaré on va faire venir 1 million de réfugiés via Scharfendas, avec Merkel à l'époque, vous vous en souvenez, en 2015. Et 2015, en 2016 arrive une nouvelle vacance présidentielle, et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Liban n'est pas en mesure d'envoyer des réfugiés syriens, parce qu'il n'y a aucun lobbying, aucune diplomatie, par rapport à d'autres pays comme l'Égypte ou la Jordanie, où le roi jordanien est parti lui-même avec ses valises dans les pays européens pour faire sortir des réfugiés, alors qu'il n'avait que 600 000 réfugiés. Voilà. Et activement prêcher auprès des pays européens de prendre des réfugiés de chez lui, alors que le Liban, complètement laissé à lui-même, sans diplomatie, sans président, n'a pas pu faire ce travail. Et donc il y a très peu de réfugiés. Pourtant, le Liban, la densité aurait dû être parmi les sources premières, n'est-ce pas? De là où on allait chercher les familles syriennes pour distribuer le fardeau parmi les pays européens, notamment l'Allemagne.
Eh bien, ça ne s'est pas fait parce que le Liban n'a pas fait son travail, parce que le Liban n'avait pas de président, n'avait pas de diplomatie. Et en même temps, deuxième anecdote, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Jabral Bassil, un populiste du CPL, du Coran patriotique libre, avait décidé de bloquer les certificats de naissance des Syriens. Donc forcément, si vous n'avez pas les papiers en ordre, bah, vous pouvez aller nulle part. Donc les familles avec un enfant, deux enfants, etc., bah, ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient plus faire leurs papiers, ils ne pouvaient plus aller au HCR, ils ne pouvaient plus enregistrer leurs enfants comme étant réfugiés. Ils allaient quémander au pied chez le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères des papiers. Et le ministère des Affaires étrangères, non, on ne va pas vous donner le certificat de naissance, sinon vous allez sinon demander la nationalité libanaise. Alors que la loi libanaise, elle est claire. Hein, si vous n'avez pas de papa libanais, vous ne pouvez pas être libanais. C'est simple. Donc, les Syriens peuvent rester 150 ans au Liban et ne seront jamais libanais. Ça, c'est clair. Et vous voyez vraiment la bêtise un peu de ces politiques publiques, de par le racisme, la discrimination, qui a malheureusement fait perdre au Liban une opportunité de baisser ce fardeau, hein, un peu de réduire ce fardeau en jouant la solidarité internationale. Même là, on s'est tiré une balle dans le pied avec des décisions rocambolesques comme celle-là, par exemple. Et juste pour ajouter un peu de contexte, pour ajouter à ce que tu dis, pour compléter, il faut savoir aussi que la situation en Syrie, parce que tu disais que le Liban, effectivement, est un peu passé sous les radars de l'actualité. La Syrie, c'est aussi le cas. Mais la situation, pour le coup, si au Liban, la situation est terrible, en Syrie, elle est catastrophique. Parce que pour le coup, en fait, la guerre n'est pas terminée. Il y a encore des foyers, des zones de conflit. La situation économique, pour le coup, elle est catastrophique. Il y a des pénuries d'électricité, d'alimentation, de denrées essentielles, le carburant, des coupures d'électricité à non plus finir. Pour le coup, la situation en Syrie aussi n'encourage pas. Alors évidemment, la première raison pour laquelle les Syriens sont au Liban, c'est parce qu'évidemment le régime syrien, beaucoup des réfugiés de ces réfugiés syriens étaient des opposants au régime, hein, et donc c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles le régime en Syrie ne veut pas les accueillir, et ils savent très bien que si jamais ils voulaient revenir, il y a des rapports d'ONG, ils seraient torturés et voilà, ils seraient tout à fait maltraités. C'était juste pour ajouter aussi pour dire que pour le coup, même en Syrie, la situation n'est pas forcément un pays d'accueil optimal, quoi. Je peux parler en arabe? Parler en arabe? Oui, on traduira. J'ai un commentaire, pas une question, au sujet de la jeunesse libanaise. J'ai quitté le Liban depuis 1 an. Je suis venu à Paris. J'ai trouvé que les problèmes de la jeunesse libanaise sont similaires aux problèmes de la jeunesse française. J'ai trouvé que, comme la jeunesse française, la jeunesse libanaise ne participe pas à la vie politique au Liban. J'ai trouvé que la jeunesse libanaise ne participe pas aux élections. Ils ne font pas confiance aux partis politiques. Ils ne font pas confiance aux politiciens. Il y a beaucoup de points communs entre les jeunesses libanaises et la jeunesse française. So what does it mean? What does it mean to have common things? C'est plus une observation qu'une question, mais... J'ai presque envie de vous répondre, monsieur, que c'est l'apanage de la jeunesse de douter de ceux qui l'ont précédé, de douter de ce qui est en place, parfois sans avoir immédiatement de contre-propositions ou de choses à mettre en place. Mais c'est peut-être l'apanage même de la jeunesse de douter de ce qui l'a précédé. Mais c'est pareil, ce n'est qu'une observation. Merci. Est-ce qu'il peut-être une dernière question? Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? On a le temps pour une dernière question. Et juste avant la dernière question, comme ça on pourra enchaîner directement. Vous êtes assez peu nombreux ce soir, donc je vous propose éventuellement, si nos intervenants ont un petit peu de temps aussi, de nous retrouver juste après toutes ces questions autour de, on va dire, un verre de l'amitié,
parce que je crois que c'est la chose la plus importante au monde. Juste la dernière question. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup pour vos partages. Je ne sais pas si j'ai droit à 2 questions éventuellement. En fait, j'avais 3, mais on je avait me dit dis, okay, une dernière. Je vais me limiter. La première question, c'est que est-ce que vous croyez que l'intervention de la force extérieure, type institution internationale ou puissance mondiale ou régionale, pourrait être très utile pour aider le Liban à sortir de cette situation actuelle, ou ça pourrait être plutôt une menace pour son indépendance, vu en fait son emplacement très stratégique dans la région, dans une région très sensible. Et ma deuxième question, c'est plutôt petit. Est-ce que vous pensez qu'il y a des innovations en fait au Liban qui sortent de ces crises multi-crises qui méritent d'être parlées, parce que souvent en fait pendant les crises, les gens locaux en fait trouvent des solutions qui pourraient inspirer d'autres pays et d'autres peuples. Merci. Je suis très contente parce que ça rejoint la question que je n'avais pas eu le temps de poser sur effectivement des choses assez belles qui sortent de toutes ces crises ou pas. Est-ce qu'il y a des initiatives particulièrement? Est-ce qu'il y a, voilà, je suis très contente, merci. Oui, bah, par rapport effectivement à l'internationalisation de la crise libanaise ou l'internationalisation de la recherche de solutions, moi, bon, spécialiste de droit international, forcément des formations professionnelles. J'avais écrit dans l'Orient le Jour, je ne sais pas si ça avait été repris dans le Courrier international, il me semble, je ne sais plus si c'est celui-là ou un autre, mais j'avais écrit dans l'Orient le Jour un papier appelant activement à la mise sous tutelle du Liban, c'est-à-dire à réactiver le Conseil de tutelle de l'ONU et de considérer le Liban un peu à la base de ce que disait le ministre français des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui déclarait que le Liban est une population, c'était quoi l'expression, c'est non-assistance à population en danger. Voilà. Et donc voilà, Jean-Yves Le Drian. Et là, quand vous avez un territoire avec une population désemparée, complètement laissée à elle-même, sans État, parce qu'il n'y a plus d'État, il n'y a pas de régime, il n'y a plus rien. Donc là, la mise sous tutelle peut être une solution. J'ai exploré un peu, je jetais un peu ce ballon d'essai. Bien évidemment, extrêmement compliqué, politiquement sensible, etc. C'est pas forcément la meilleure solution. Il vaut mieux trouver justement les leçons internes. Les forces vives, l'énergie, les idées de l'intérieur, là c'est vraiment le mieux, bien sûr, que d'aller s'en remettre à l'ONU ou à des forces extérieures ou à une nouvelle tutelle ou à un mandataire, etc. Mais c'était un peu, voilà, ça c'est une des idées qui est possible, que j'avais argumenté dans un papier un peu juridique sur cette question. Déjà, j'étais à l'époque du port, il me semble, donc il y a 2 ans, voilà, parce qu'il y a un pays qui met sa population en danger par la négligence, par la grande corruption, donc forcément, il faut agir. Et une des solutions que nous offre le droit international, c'est ça. C'est un peu le rôle de l'ONU aussi. Et par rapport à ces leçons, justement, oui, pour le Liban a beaucoup inspiré l'Irak, qui lui est carrément passé au stade fédéral. Il y a beaucoup de fédéralistes au Liban aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais de par les courants aujourd'hui qui montent, notamment les partis chrétiens, c'est un peu cet isolationnisme et ce nouveau fédéralisme qui pourrait éventuellement isoler le Sud, isoler les problèmes, les Palestiniens, etc. Et puis créer nos propres cantons, nos propres régimes, nos propres gouvernements, Voilà, c'est comme le Kurdistan. Demain, je vais en Irak et il faut que j'ai un visa à Erbil pour le Kurdistan et un autre visa pour Bagdad, comme si c'était 2 pays différents. C'est ça, les États fédéraux très fragmentés. Et donc, le Liban a inspiré, il y a la libanisation de l'Irak, il y a ce rapport de force, ce partage du pouvoir entre sunnites, chiites et kurdes là-bas. Et là-bas, il y a l'ethnicisation, il y a une langue en plus. Le Liban, ils parlent la même langue, ils mangent la même chose, ils écoutent la même musique. Et les Arméniens, mis à part, c'est plus ou moins la même culture, quoi, la même langue. C'est pas la Belgique, c'est pas le Canada, c'est pas. Il y a des pays fragmentés.
beaucoup plus différents culturellement, mais qui ne sont pas aussi politiquement sous tension. Donc il y a des choses à sortir du Liban, mais ce n'est pas forcément les meilleures solutions qui transpirent malheureusement dans la région. Et pour répondre à votre deuxième question sur... Oui, mais rapidement. La crise a fait émerger des initiatives personnelles et des initiatives collectives de solidarité. Vous me demandiez s'il y avait quelque chose à tirer est-ce qu'il y a des innovations. Encore une fois, je l'ai dit en introduction de mon propos, la crise a fait en sorte que des réseaux de solidarité se sont mis en place. Et les jeunes, la jeunesse a beaucoup été au centre de ce mouvement-là. Tu parlais de la reconstruction, notamment du centre-ville et des routes et des quartiers dévastés par l'explosion. On a très vite, dès le 5 août, l'explosion a eu le 4 août 2020, dès le 5 août, des bénévoles jeunes étaient sur le terrain, dans les rues, pour reconstruire, pour déblayer, pour reconstruire. Donc il y a tu parlais de résilience, il y a clairement cette pulsion de vie qui existe. Tout à fait. Il y a cette pulsion de vie qui persiste. Alors évidemment, elle s'éteint. La situation est dans le cadre dans lequel cette pulsion, cette flamme existe. Voilà, elle s'éteint petit à petit. Effectivement, ça n'aide pas. C'est comme une espèce de bocal, de cloche que l'on mettrait dans une bougie, mais cette flamme persiste. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus ? Ouais, c'est la plus belle des conclusions que vous puissiez nous apporter, parce que c'est une conclusion d'espoir. Merci beaucoup à tous. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier tous mes collègues et nos collègues de Bibliocité qui nous aident dans l'ombre. C'est les sourires que vous avez vus ce soir en arrivant. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur, parce que si nous n'avions pas ces volontaires de l'action culturelle, le titre est un peu pompeux, mais il n'y aurait pas de conférence possible. Donc, mes chers collègues, je vous remercie très sincèrement.